réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Biz, tu veux nous parler d'un rapprochement nécessaire entre les hommes et les femmes? Ah oui, je pense que c'est plus que jamais nécessaire. On a vu cette semaine avec le documentaire Alpha, il y a une mouvance masculiniste qui, sous un vernis de valeurs traditionnelles, considère que la femme devrait être soumise à l'homme et ne devrait pas quitter la maison. Bon, ça, c'est le bon vieux modèle Fred et Delima Caillou qui nous ramène dans les plus belles années de Saint-Granit. On a aussi cette semaine entendu dans un balado sur YouTube l'influenceuse québécoise Marina Bastarache affirmer sans gêne son dégoût et sa peur des hommes hétéros. Elle a dit, texto, « Moi, en ce moment, j'haïs les hommes hétéros. Un inconnu, un homme hétéro, je pars avec, je t'aime pas, tiens-toi loin. » Disons que c'est assez frontal comme détestation. Moi, en tant qu'homme hétéro dans la catégorie des bons gars, là, je ne sais pas trop comment recevoir ça. Je ne connais pas l'histoire de cette femme-là. Peut-être qu'elle a des bonnes raisons de penser ce qu'elle affirme, mais peu importe ce qu'elle a vécu, remplacer homme hétéro par une couleur de peau, une religion, et tous les renaissances du Québec sont en rupture de stock de chemises à déchirer. Ça fait longtemps qu'on sait que les hommes viennent de Mars et que les femmes viennent de Vénus. 2 planètes, 2 solitudes, impuissante à se comprendre, on dirait, particulièrement ces temps-ci. Vraiment comme si c'était 2 porc-épics gelés, incapables de se rapprocher sans se piquer. Les 2 moitiés de l'humanité se regardent en chien de faïence, emmurés dans le mépris et la méfiance. Moi, en tant qu'homme hétéro, père d'une fille de 14 ans et d'un gars de 18 ans, l'égalité des sexes, ça me préoccupe au plus haut point. Pour moi, là, l'égalité des sexes, c'est une réalité qui est très concrète que je vis au quotidien. Je veux que mes 2 enfants aient les mêmes chances de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Je veux que ma fille grandisse en sécurité, sans se faire harceler ni agresser, ce qui est malheureusement encore le lot de trop de femmes. Je veux qu'elle puisse travailler sur un chantier de construction ou devenir esthéticienne sans se faire écœurer par qui que ce soit. Je veux qu'elle puisse avoir 10 enfants si ça lui chante ou avorter si elle le souhaite. Je veux qu'elle puisse s'épanouir sans avoir peur, sans se faire sexualiser et qu'elle puisse faire confiance aux hommes comme elle fait confiance à son frère, à son père et à son grand-père. Mais je veux aussi que mon garçon puisse devenir un homme sans qu'on voie en lui un violeur potentiel ou un mâle toxique. J'aimerais ça que l'école soit conçue un peu plus pour lui, avec plus d'occasions de bouger physiquement. J'aimerais ça qu'il puisse canaliser son énergie sans se faire assommer par le Ritalin. J'aimerais ça que la publicité arrête de le considérer comme un simple d'esprit qui est incapable de tenir maison ou de s'occuper de ses enfants. J'aimerais ça que mon gars puisse projeter une image de force et d'assurance, si c'est son désir bien sûr, sans qu'on le considère comme un arriéré tout droit sorti d'une grotte du Néandertal. Et surtout, j'aimerais ça que, s'il a envie de parler, j'aimerais ça qu'on l'écoute. Récemment, j'ai entendu une pub qui dit, texto, « Si ta blonde t'irrite, prends ton trou. » On entend souvent ça en pub. Hein? On dit à l'homme que sa blonde a toujours raison puis qu'il ne faut jamais la contredire. Bien sûr, c'est une blague. Ha, ha, ha. Une mauvaise blague. Ça se discute. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Je suis un homme fait. Mais j'imagine mon gars de 18 ans qui se fait dire depuis qu'il est né qu'il est inadéquat simplement parce que c'est un gars. Vers quel modèle il va se tourner pour apprendre à devenir un homme qui a le droit d'être fort et compétitif tout en respectant les filles comme ses égales? Bien sûr, en tant que père, c'est à moi de lui donner l'exemple. C'est une lourde responsabilité, il va s'en dire. Cette semaine, dans une entrevue avec Patrick Lagacé, qui a fait, je pense que c'est mercredi matin, il y a un intervenant pour hommes violents qui rappelait qu'un des problèmes des hommes, c'est justement qu'ils prennent leur trou quand ils sont contrariés. Ils se taisent, ils accumulent, puis à un moment donné, ils explosent. Et là, il est trop tard. Alors, d'un côté, on voudrait que les hommes parlent et gèrent leur colère, mais de l'autre, on leur dit de prendre leur trou. Sacha Guitry a dit « Je suis contre les femmes, tout contre ». Tout contre, ça veut dire côte à côte. Ça veut dire ensemble. Même si on est différent, même si on est égal. Oui, les hommes et les femmes sont différents. Et lorsqu'ils mettent de côté leurs différends, ils ont le pouvoir d'engendrer la vie. Ça, c'est pas rien, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire dans une vie. Nous sommes biologiquement, les hommes et les femmes, conçus pour être complémentaires. Et le tout que nous formons est plus grand que la somme de nos parties. Ça porte à réflexion, Biz. Je pense qu'il faudrait relire ce texte. Il y a beaucoup de nuances, beaucoup de choses. Très bon, bravo. Ceux qui me demandent souvent, est-ce que je peux lire tes textes, je ne les ai pas à l'écrit vraiment, mais vous pouvez les réécouter sur la plateforme 98.5 qui sont toujours là, mes chroniques. Ça, c'est un de ces textes-là qu'il faut réécouter. Merci beaucoup. Merci. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez
Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Dans la presse, je suis tombé sur un article qui m'a fait chaud au cœur, qui m'a mis un sourire au visage. Alors, la journaliste Mégane Foy raconte l'histoire de 16 enfants de l'école primaire Saint-Vincent-Marie à Montréal-Nord qui ont appris à nager en 8 semaines grâce à une splendide initiative qui leur a permis de suivre des cours dans une piscine de Laval. Et cette semaine, là, après qu'ils aient réussi leur cours, c'était leur dernier cours, eh bien, les parents étaient invités, les jeunes ont reçu un diplôme, une médaille, il y a une petite fête qui est organisée, le casse-croûte de la piscine a offert un repas, tout ça devant des parents qui étaient tellement fiers, des parents qui étaient éblouis et qui n'en revenaient tout simplement pas. Bref, là, c'est tellement une belle histoire, une histoire qui fait chaud au cœur. Puis c'est une histoire qui nous montre combien la solidarité, c'est important dans la vie, comment ça renforce le tissu social de Montréal et du Québec tout entier. Alors, Caroline Miqueux, j'ai décidé qu'on commençait l'émission en parlant avec Fanny Gendron. Une bonne nouvelle enfin. Oui, voilà. Madame Gendron est orthopédagogue et elle est membre du conseil d'administration de l'organisme Les Lutins. Et c'est cet organisme qui a mis sur pied le projet là, qui a permis à tous ces jeunes d'apprendre à nager. Madame Gendron, bonjour. Bonjour, Philippe. Vous devez être fière puis vous devez être contente de la façon dont tout ça s'est produit. Ah, effectivement. Disons que se coucher avec le sentiment du travail accompli, c'était assez satisfaisant hier. Bon, dites-moi, comment tout ça a pris forme, là? Tout à coup, un jour, c'est vous êtes orthopédagogue, vous êtes membre de l'organisme, là, les Lutins. Quelle a été la démarche qui a conduit à cette initiative-là? Comment ça s'est produit? En fait, ça a débuté à l'école où je travaillais précédemment, donc c'est l'école Jules Verne. C'était des collègues de première année qui avaient commencé à faire un projet. Au départ, c'était des peluches qu'on remettait aux enfants. Puis, c'est devenu des cadeaux. Ensuite de ça, ça a pris encore plus d'expansion. L'école en entier s'est mise à participer au projet. Et puis, tous les profs qui quittaient pour aller dans un nouveau milieu ont tranquillement pas vite instauré dans leur nouvelle école le projet des lutins. Donc, c'est vécu à travers plusieurs écoles de mon centre de service. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un parrainage entre un enfant qui compose une lettre pour un lutin, puis il reçoit un de ses souhaits dans la lettre que le lutin lui achète, l'emballe, puis va le porter dans un point de chute. Et c'est remis là, dans le temps des fêtes. Par contre, l'année dernière, il y a eu une explosion de donateurs et puis il y avait le contexte de la grève également qui faisait en sorte que c'était pas le système habituel. Donc, on s'est mis en place une campagne de financement. Ça nous a permis d'offrir 3500 pyjamas à 3500 élèves de 5 écoles défavorisées. Donc, pour la majorité des enfants, c'était leur premier pyjama tout neuf. Et puis, suite à cette campagne de financement, il est resté un montant d'argent qui nous a permis aussi d'offrir à ces enfants-là la possibilité d'aller au cinéma. Et il restait encore un petit peu de sous et on a créé l'OBNL par la suite. Donc, l'OBNL est en fonction seulement depuis juin 2024. Donc, ça vient de commencer. Puis je veux souligner aussi, il y a un article de l'animateur de notre émission du matin, Patrick Lagacé, qui a été publié dans la presse, qui vous a donné un coup de main aussi. Effectivement. C'est suite à cet article-là que le financement a explosé. Puis, on s'est retrouvé avec 107 000 $, qu'on pouvait utiliser à bon escient pour les enfants qui en ont besoin. Donc, toutes les personnes qui sont dans l'OBNL, là, tous les lutins avec qui je travaille, on est tous bénévoles. Donc, c'est tous sur notre temps d'entraide qu'on remet ça. Madame Gendron, là, on commence avec les peluches, on passe au pyjama, on passe au cinéma. Comment on en arrive au cours de natation? Bien, c'est quand la grève était en place puis que mes amis ont décidé de reprendre le projet en main. Donc, c'est Julie Lacasse puis Cindy, l'année passée, Carvalho, qui ont pris le projet. Bien, on a eu une rencontre puis je leur ai expliqué un peu à quoi ressemble la réalité dans les milieux plus défavorisés de Montréal. Puis, dans mon école, c'est 4 élèves sur 5 qui ne savent pas nager.
Et quand on organise des sorties aquatiques ou peu importe, souvent les endroits où on va se déplacer, ils n'ont même pas assez de vestes là, pour répondre, des vestes de sauvetage pour répondre à la demande. Donc, on s'est dit que c'était peut-être un volet à explorer. À Montréal-Nord, il n'y a aucune piscine publique. Aucune. Donc, les enfants, même qui veulent prendre des cours de natation, ils doivent se retourner vers les écoles secondaires du quartier. Présentement, il y en a 2 qui ont des piscines, et puis il y en a une des 2, c'est en réflexion pour 4 ans. Donc, il en reste une. Et puis, à ce moment-là, c'est premier arrivé, premier servi, vite, vite, vite. Puis, déjà que les écoles utilisent aussi les installations. Les créneaux, là, les installations. Donc, il reste plus grand temps pour... puis, en plus, il faut former des gens et tout ça. Donc, on avait vraiment un problème au niveau des installations. C'est à ce moment-là que j'ai fait appel à une de mes amies qui s'appelle Rachel, qui est propriétaire d'Aquapro avec Camille. Je leur ai exposé la situation. Puis, on a commencé à discuter à comment on pouvait mettre ça en place. Puis, on a demandé l'aide de lutins qu'on appelait les lutins voyageurs qui transportaient les enfants là, jusqu'à la piscine à Laval. Ben c'est ça, parce que le centre Aquapro, là, c'est pas à Montréal-Nord, c'est à Laval. Oui, exactement. Donc on se déplaçait avec les enfants. Fallait le transport. Et là, tout ça s'est conclu avec la remise de diplômes et de médailles. Les jeunes qui ont appris à nager en 8 semaines, ça s'est produit, c'était hier, avant-hier, je pense? C'était hier. C'était hier? C'était donc la première fois que les parents voyaient leur enfant nager. Et je dois vous c'est un des moments les plus touchants auxquels j'ai eu à assister. Les parents étaient très émus et ça permet aussi de faire en sorte qu'on voit les enfants dans un autre contexte. Ça crée un lien qui est différent. Puis, je pense que la prévention aquatique aussi, ça permet de sauver des vies. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Oui, puis il faut dire, entre autres, Mme Gendron, qu'il y a plusieurs de ces parents-là aussi qui n'ont pas appris à nager dans plusieurs communautés. Ça ne fait pas partie de la culture, apprendre à nager. Exactement. On a même des parents qui nous ont dit qu'ils aimeraient ça, eux autres aussi, pouvoir bénéficier de ce service-là. Puis, ce qui est particulier aussi, c'est que les parents ont souvent 1 emploi, 2 emplois, 3 emplois pour arriver financièrement. Donc, pas nécessairement le temps, ni le transport pour pouvoir accompagner leurs enfants. Donc, les lutins, on prend tout en main. Le transport, la collation, le cours. Puis, c'est Camille et Rachel qui ont fourni maillot de bain et casse de bain aux enfants gratuitement. Ils ont aussi donné de leur temps. Donc, c'est elles qui donnaient le cours pour pas avoir à payer des employés. Donc, tu sais, moi, je pense sincèrement que quand tout le monde se donne la main et que tout le monde avance vers le même objectif, on peut vraiment faire des choses sensationnelles. Madame Gendron, j'ai une question. Je me demande, est-ce que vous avez vu une différence dans l'attitude de ces jeunes-là? Est-ce que vous les avez sentis plus confiants, plus souriants? Ou... C'était... en fait, à partir du moment où je leur ai annoncé qu'ils étaient sélectionnés, parce qu'il fallait quand même faire un choix, les enfants étaient déjà inquiets, mais contents. Ils voulaient participer, mais ils avaient peur. Puis plusieurs parents m'ont dit que la veille ou l'avant-veille, là, déjà les enfants commençaient à être nerveux à savoir qu'ils allaient aller en piscine et tout ça. Puis ils disaient, moi je peux pas, j'ai pas de flotteur. Hier, tous les enfants ont sauté dans le creux, pas de flotteur, pas rien. Là. Wow. Puis ils se retournent sur le dos, ils sont capables de dire à l'aide si jamais ils ressentent le besoin de le faire. Mais ils sont tous capables de se diriger jusqu'au bord. C'est absolument extraordinaire. Oui, bravo, comme le dit Caroline. Fanny Gendron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je tiens à vous féliciter. Féliciter toute l'équipe aussi. Puis merci pour votre engagement. Merci. Puis si jamais les gens veulent nous soutenir, parce qu'effectivement, ça prend des sous, pas pour pouvoir permettre ça. On a fait un partenariat avec la Ruche. On a un site web. Je pense que vous allez pouvoir le mettre en ligne. Les gens peuvent aller donner pour 1 pyjama, 2 pyjamas, 3 pyjamas. Ça respecte donc le budget de chacun. Puis, ça s'en va vraiment à la bonne place. C'est magnifique. Alors, l'adresse du site, là, c'est lutin avec lutin VM, lutin, LUTINS VM.org.
Exactement. Bon, ben alors je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller donner. Merci encore d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent week-end et encore une fois, bravo. C'est très plaisant d'être la bonne nouvelle du jour. Oui, on en a bien besoin aussi, Fanny Gendron. Merci encore. Merci beaucoup. À la prochaine. Voilà, à la prochaine. Fanny Gendron, qui est orthopédagogue et membre du conseil d'administration de l'organisme Les Lutins. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. La nouvelle du jour, c'est le déclenchement de la grève par 55 000 employés de Poste Canada. Donc, partout au pays, le service postal est interrompu. Les deux parties semblent à des années-lumière l'une de l'autre en termes de négociation. Alors, tout ça, ça va se traduire par des retards dans les livraisons. Et ça survient en pleine période d'achat de cadeaux à un mois de Noël. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un règlement rapide ou c'est vraiment pas dans les cartes? Eh bien, j'en discute avec Valérie Chartrand, qui est porte-parole chez Poste Canada. Madame Chartrand, bonjour. Bonjour. Madame Chartrand, du point de vue patronal, là, pourquoi les deux parties ne s'entendent pas? Oui, en fait, on a un bout de chemin à faire sur quelques enjeux, vous avez raison. Donc, c'est des discussions qui se déroulent présentement autour de la table, tous ces petits détails. Mais en gros, Poste Canada a mis sur la table 2 offres globales. Puis, c'est sur 2 volets les choses importantes. Donc, le premier, c'est de présenter aux employés une offre qui préserve ce qui est important pour eux. Donc, on garde pour les employés actuels leur pension à prestations déterminées, leurs avantages sociaux, ce qui est sécurité d'emploi, puis on leur offre également des augmentations salariales qui demeurent compétitives, donc 11,5 % sur 5 ans. Sur 4 ans, excusez. Et puis, l'autre niveau sur lequel on se penche dans nos offres, c'est d'ajouter de la flexibilité dans nos entreprises. Donc, on propose des changements qui vont nous permettre, dans les années à venir, d'être plus compétitifs, puis de pouvoir revenir gagner du terrain. C'est pas une surprise, c'est pas une nouvelle que Poste Canada a perdu du terrain dans la livraison de colis dans les dernières années. Donc, les négociations viennent à un point tournant où on doit penser à l'avenir, on doit penser à nos employés, et puis c'est ça qui rend un peu les discussions un peu plus complexes. Bon, donc, le syndicat, oui, Mme Chartrand, là, semble vraiment en colère. Et ce matin, à l'émission de Patrick Lagacé, Ludja Charles-Pierre, qui est la première vice-présidente section locale du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, a évoqué les demandes syndicales. Et si vous voulez, on va écouter ensemble ce qu'elle a dit. Je vous demanderai de réagir par la suite. Poste Canada n'est pas flexible avec nos demandes. Poste Canada ne veut rien savoir. Nous, on demande d'avoir une hausse salariale qui correspond au taux d'inflation. On demande aussi des meilleures conditions contre le harcèlement. On demande de la protection contre le changement technologique. On demande le droit au congé préventif pour les employés enceintes ou en allaitement. Poste Canada s'entête à vouloir nous donner une augmentation de 4 ans de 11,5 %, ce que dans la société de nos jours ne paie rien du tout. Bon, alors vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup de satisfaction dans les propos de Mme Charles-Pierre. Comment vous réagissez? Bien, vous voyez, les propositions, comme je l'ai mentionné, oui, on propose des augmentations salariales. On juge qui sont justes, qui sont raisonnables, qui demeurent compétitifs et aussi qui sont réalistes par rapport à notre capacité financière. Donc, les dernières années, depuis 2018, on a perdu 3 milliards de dollars. On est dans une situation financière qui est plus difficile, donc on se doit de garder en compte ce qu'on peut offrir réalistiquement. Et puis, là où on diverge également, c'est comment on va implanter la flexibilité dans nos opérations. Et puis, donc, le syndicat, je veux dire, et nous, la société, on a le désir d'assurer le service postal pour les prochaines années, mais on diverge sur la vision de comment on va s'y rendre. Madame Chartrand, je vous écoute là, et vous nous dites que Poste Canada a perdu 3 milliards de dollars dans les dernières années. Moi, si j'étais employé, et très certainement comme citoyen, mon premier réflexe, c'est de dire, voilà une entreprise mal gérée. Si on perd 3 milliards de dollars, à quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas vu juste, là.
C'est des dernières années qui ont été un mélange difficile pour nous. Donc, juste avant la COVID, on livrait 62 des colis. Et puis, juste après COVID, on a diminué de 29 à 29 des colis. Donc, on a perdu beaucoup de terrain. Puis, on attribue ça beaucoup à l'essor fulgurant de différentes entreprises de livraison de colis qui, eux, sont plus agiles, sont flexibles, abordables. Ils livrent 7 jours sur 7 les week-ends. Et puis, c'est ce que nous, la population, on veut. On veut de la livraison rapide. Je suis sûre que vous avez fait peut-être des achats en ligne dernièrement. Vous l'avez commandé le samedi, vous l'avez eu le dimanche. Et puis, c'est pas Post Canada qui livre le dimanche, malheureusement. On peut pas se le permettre de le faire à un prix abordable. Et c'est pourquoi, là, pour ces négociations, on vient mettre des mesures en place pour qu'on soit mieux positionné pour le faire, pour être plus compétitif et puis regagner du terrain. Bon, s'il n'y a pas d'entente à court terme, Post Canada, est-ce que vous souhaitez l'intervention du gouvernement fédéral? En ce moment, on se concentre sur être autour de la table et d'avoir des ententes négociées. Donc, ça peut seulement se faire autour de la table. Les deux parties sont là et puis on va continuer de le faire. Oui, c'est malheureux la situation où on se trouve présentement en grève nationale. Ça vient beaucoup heurter nos opérations, heurter notre situation, mais on va rester, on va espérer que dans les prochains jours, les prochaines heures, qu'on puisse négocier des nouvelles ententes collectives. Bon, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un minimum de services essentiels? Là, je pense à des gens qui reçoivent des chèques de pension, que ce soit de l'État, d'employeurs privés, puis qui ont pas le dépôt automatique. Là, il y a beaucoup de gens, ils comptent encore sur le service postal. Il arrive quoi pour tous ces gens-là? Oui, donc le syndicat et la société sont venus en une entente pour continuer à livrer les chèques de prestations sociales. Donc, pour tous ceux et celles qui les reçoivent, vont continuer à les recevoir de la même façon qu'ils les recevaient habituellement. Donc, une fois par mois, ce mois-ci, ça va être le 20 novembre. Ils vont pouvoir recevoir leur chèque de prestation et c'est pour les organismes gouvernementaux qui ont choisi de participer. OK. Je pense à des gens aussi, Mme Chartrand, qui ont fait une demande de renouvellement de passeport en ligne. Est-ce qu'ils peuvent, puis qui s'apprêtent à partir en voyage puis qui comptaient recevoir leur passeport, est-ce qu'ils vont le recevoir ou bien ils sont mieux d'oublier ça? Donc, pour tout le courrier qui est déjà dans notre réseau, le courrier, les colis sont sécurisés. Ils vont être livrés dès que possible, aussitôt qu'on reprend nos activités, que la grève se termine. Sinon, je conseillerais à ces gens-là de peut-être appeler Passeport Canada et de voir qu'est-ce qui peut se faire là, à ce niveau-là. OK. Dernière question. Est-ce que vous négociez à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a des séances de négociation prévues aussi demain et dimanche? Oui, les négociations se poursuivent. On est encore à la table, on a encore espoir et puis donc on va voir les prochaines heures qu'est-ce qui se présente. Mais oui, on négocie toujours. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Valérie Chartrand est porte-parole chez Post Canada. Alors, mauvaise nouvelle, c'est le conflit de travail qui est maintenant commencé. Grève de 55 000 employés. Autre mauvaise nouvelle, l'écart très, très important entre les demandes syndicales et les propositions patronales. La seule bonne nouvelle, le seul petit rayon de soleil dans tout ça, et Mme Chartrand vient de le confirmer, c'est que les deux parties sont toujours à la table des négociations. Donc, peut-être que tout à coup, un déblocage pourrait survenir. Mais quand on regarde le dossier à l'heure actuelle, là, on se dit que tout ça pourrait prendre un peu de temps. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. C'est peut-être vendredi, la fin de semaine qui commence, des journées de congé pour beaucoup de monde, mais pas pour les gens de Québec solidaire, pas pour les gens du Parti québécois. J'en discute avec notre analyste politique Philippe Léger. Salut Philippe. Salut Philippe. Alors donc, les membres de Québec solidaire sont réunis en congrès. Ça se passe virtuellement. Ils font ça de manière virtuelle. Par contre, au Parti québécois, Conseil national là, à Victoriaville. Et Philippe, j'ai l'impression que l'ambiance ne sera pas
la même au Parti québécois où ce sera sûrement la joie. Québec solidaire, c'était une semaine très, très difficile. On va commencer avec le Parti québécois. Bon, avec le Parti québécois, ce sera un congrès sous le thème de la santé, notamment sur tout ce qui englobe les écrans. Il y a quand même une invitée de marque du côté du Parti québécois, Mélissa Généreux, qui s'était présentée dans la circonscription de Saint-François, mais qui s'était présentée sous la bannière de Québec solidaire, et QS en avait fait une candidate vedette. Et là, elle n'a pas appuyé directement le Parti québécois, mais elle a dit qu'elle aimait beaucoup l'approche de Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis quand tu t'en vas dans un congrès politique, bien souvent, c'est une caution morale, et ça montre un peu l'état d'esprit actuellement, ou la dynamique politique actuellement entre le Parti québécois et Québec solidaire, le Parti québécois qui est devenu l'alternative puis le gouvernement en attente, et ce genre de ralliement-là arrive lorsque ceci devient un fait politique. Bon, ça s'annonce assez festif là, à Victoriaville. Le sondage léger qui a été publié cette semaine, là, c'est vraiment très, très, très encourageant pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Du côté du Parti québécois, même si Paul Saint-Pierre Plamondon, même si le caucus de 4 députés disent « Ah, il ne faut pas trop s'en faire avec les sondages », non, c'est l'euphorie présentement au Parti québécois. Ça va bien. Sur les dossiers sur lesquels il frappe, ça va bien. Et là, on est sur les écrans. C'est quand même un dossier que Paul Saint-Pierre Plamondon a porté dans les derniers mois. Et là, l'impact des écrans chez les jeunes, exactement, là, notamment. Exactement. Donc, ça va être ça le congrès, mais je veux dire, c'est difficile de souligner autre chose du côté du Parti québécois, mis à part de dire que ça va bien. Bon. Moi, j'ai vu une projection de 73 sièges. Voilà. Pour le PQ, c'est nettement majoritaire. Ouais, maintenant, les élections sont dans 2 ans, donc il faut quand même être prudent. On verra. Non, c'est pas un sondage comme ça, c'est pas une élection, vraiment pas. Puis il y a 1000 ans qui peuvent se passer d'ici la prochaine élection. Tout à fait. Qu'en 2 ans, la Coalition Avenir Québec a perdu 20 points de pourcentage depuis l'élection de 2022 et que le Parti québécois en a gagné 20. Il reste 2 ans avant la prochaine élection. Il peut se passer bien les affaires. Ouais. Philippe, dis-moi, pour l'appui à la souveraineté, il y a une zone d'inquiétude là, pour le Parti québécois parce que c'est pas tous les gens qui votent, qui disent qu'ils voteraient aujourd'hui pour le Parti québécois qui voteraient oui à un référendum. Il y a toujours là-dessus, 2 choses là-dessus. Okay? Quand on regarde plus précisément les intentions de vote, du côté du Parti québécois, il y a 24 ou 25 des péquistes qui ne se disent pas souverainistes. Ça, pour moi, c'est du vote mou et c'est du vote qui, tôt ou tard, va retourner soit à la Coalition Avenir Québec, soit au Parti libéral du Québec ou chez Québec solidaire, là, peu importe quel parti, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, il est clair, il veut faire une campagne avec l'indépendance au centre des débats, ce qui fait en sorte que ça risque de polariser sur cette question-là. Les gens qui ne sont pas souverainistes risquent de probablement quitter le Parti québécois là où ils sont présentement. Mais c'est un peu la dynamique. Présentement, ça a quand même monté de 2 % dans le dernier sondage. On est à 37 % chez les francophones, à 44 % Est-ce qu'on peut parler d'une dynamique politique? Non. Mais on peut parler quand même d'une... Parce que l'autre chose là, qu'on ne dit pas assez sur la question sur l'indépendance, sur si vous êtes oui ou non souverainiste, il faut quand même dire que les derniers souverainistes qui ont voté un référendum ont en bas de 47 ans ou 48 ans. Là. Je veux dire, c'est énorme. Là. Donc, la majorité des Québécois, aujourd'hui, qui ont l'âge de voter, n'ont jamais véritablement fait face à un référendum et réfléchi longuement à cette question. Et donc, quand cette question-là va arriver, là, ce sera un moment où il y aura une dynamique politique, où ça risque de bouger. Moi, d'ici ce temps-là, et ça dépendra beaucoup aussi des porte-paroles de chaque camp. Voilà. Parce que c'est qui, en ce moment, le chef du camp du non? Il n'y en a pas. On ne le sait pas. Alors, il va-tu être bon, il va-tu être charismatique, il va-tu s'enfarger dans ses bottines? Tu as raison de le mentionner, Biz, parce qu'on l'a vu là, au référendum de 95, quand Jacques Parizeau était à la tête du camp du oui, ça ne levait pas. Puis les 2 dernières semaines, ça a été Lucien Bouchard, puis on a passé de 40 à 50 %. Philippe, un mot sur Québec solidaire. Là, ça n'a pas été une bonne semaine avec la dernière controverse. Écoute, ils sont en congrès présentement dans les prochains jours, et c'est sûr que c'est l'ombre d'Arun Boisy qui... disons, plane sur ce congrès de Québec solidaire parce que, bon, Arun Boisy a décidé de faire qu'une entrevue sur les propos qu'il a tenus début novembre. C'était ce matin à Radio-Canada. Et il n'a pas décidé de s'excuser, il a décidé d'en rajouter. Bon, il essaie de donner quelques exemples. Par exemple, lorsqu'il disait que Lionel Carman, ministre des Services sociaux, qui a fait un lien entre la pression sur les services publics, sur la DPJ et l'immigration. A donné aussi un exemple de Christian Dubé, que les listes d'attente, il y avait une pression de l'immigration sur les services publics. Et il a aussi dit la chose suivante, on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Moi, je trouve ça catastrophique de dire ça. Je trouve ça consternant.
il a fait un lien entre Paul Saint-Pierre Plamondon, François Legault et la théorie du grand remplacement. C'est quoi cette théorie-là du grand remplacement? C'est de dire que la population native du Québec sera remplacée. Et essentiellement, il disait que PSPP et Legault faisaient la promotion de la théorie du grand remplacement. Fait que moi, quand tu dis quelque chose du genre, je trouve que ça te disqualifie totalement d'être un interlocuteur qui vaut quelque chose. Puis il y avait vraiment une chance de remettre les pendules à l'heure à matin. Il l'a pas fait. Il l'a pas saisi. À mon avis, 100% indigne de sa circonscription de Maurice Richard, là, parce que Maurice Richard, c'était pas ça du tout son état d'esprit. Je vais rajouter quelque chose, Philippe. Arun Boisy a dit la chose suivante, que à l'Assemblée nationale, quotidiennement, on participait à la construction d'un autre, qui soit maghrébin, noir, autochtone, ainsi de suite, et que cette construction d'un autre était motivée par des considérations racistes. Moi, quand j'écoute Arun Boisy depuis quelques jours, ce que j'entends, c'est aussi Arun Boisy qui construit un autre. Et cet autre-là, c'est ce Québécois-là qui serait fermé à la diversité, auquel ses élus, qu'il a élus en 2022, qui sont ses porte-parole à l'Assemblée nationale, porteraient un discours raciste. Moi, je trouve que c'est un discours dangereux, puis c'est un discours qui est communautariste. Ça dit aux communautés, ne faites pas confiance à la majorité québécoise. Ils ne veulent pas votre bien. Ils sont racistes. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Puis c'est une pente extrêmement glissante qu'Arun Boisy a décidé d'emprunter dans les derniers jours. Un dernier mot, Philippe. Est-ce qu'il sera encore officiellement député de Québec solidaire à Noël? Moi, je pense que oui, parce que ce discours-là, il est quand même partagé par des membres de Québec solidaire. Parmi le caucus, les députés, les porte-paroles, c'est différent. Mais parmi les membres de Québec solidaire, c'est un discours qui porte. Puis là, il y a encore un schisme entre les membres qui défendent Arun Boisy et le caucus et les porte-paroles. C'est ces électeurs qui vont ou non le mettre à la porte ou le reconduire aux prochaines élections. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi.